Très bien. Je vais commencer par introduire professeur Hein. Professeur Mathieu Hein, il est psychiatre et somnologue à l'hôpital Erasme à Bruxelles, où il est également responsable pour le labo de sommeil. Donc voilà, professeur Hein va répondre à vos questions aujourd'hui. Et j'ai reçu beaucoup de questions, donc je dois conclure que les Belges ne dorment pas très bien. Malheureusement, et ce n'est pas uniquement très ennuyant, mais en plus, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est même dangereux parfois pour la santé. Alors, ma première question, professeur Hein, c'est est-ce que vous pouvez expliquer brièvement pourquoi les troubles de sommeil sont-ils dangereux pour le cœur et pour les artères? Donc, peut-être expliquer un peu le mécanisme. Alors, les apnées du sommeil vont être problématiques pour deux raisons principales. C'est que quand on fait des apnées du sommeil, la saturation en oxygène diminue au niveau du sang, donc c'est ce qu'on appelle une hypoxémie intermittente, et ça provoque également des micro-éveils et donc une fragmentation assez importante du sommeil. Et par l'intermédiaire de ces deux mécanismes, ça va activer toute une série de voies qui vont être délétères sur le plan cardiovasculaire, qui sont principalement donc une activation de ce qu'on appelle le système sympathique, avec la libération de tout ce qui va être adrénaline, noradrénaline. OK. Ça va activer toute une série de mécanismes pro-inflammatoires et ça va entraîner ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et tout ça mis ensemble va favoriser l'émergence des facteurs de risque cardiovasculaire plus conventionnels qui sont l'hypertension, le diabète, l'obésité, ce genre de choses qui vont favoriser par la suite l'apparition des maladies cardiovasculaires plus conventionnelles du type AVC, infarctus du myocarde, troubles du rythme et autres. Donc ça, c'est grosso modo comment le système des apnées va favoriser l'émergence, on va dire, des maladies cardiovasculaires chez les patients. Ça va. Très bien. L'apnée de sommeil, qui est un trouble assez fréquent, euh, qu'est-ce qu'il se passe quand, quels sont les dangers en fait quand ce trouble il n'est pas traité? Alors, il y a plusieurs risques quand on ne traite pas donc, un syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant, il est important de dire à partir de quand on doit le traiter déjà. Donc, en Belgique, vous rentrez dans la convention apnée du sommeil quand on considère que vous avez un syndrome au moins modéré d'apnée du sommeil, donc c'est-à-dire supérieur ou égal à 15 apnées par heure. Donc ça, c'est le seuil à partir duquel vous êtes éligible pour recevoir un traitement remboursé par la mutuelle de type la CPAP ou les orthèses d'avancée mandibulaire, ce genre de choses. Et donc, quelles sont les conséquences quand on a un syndrome modéré à sévère non traité? Alors, tout d'abord, il y a un risque pour votre qualité de vie parce que vous n'avez pas bien dormi, vous êtes fatigué, et donc en journée, ça va être compliqué, et donc vous allez avoir vraiment un impact très négatif sur votre qualité de vie et ça ne va pas être très agréable à vivre au quotidien. Ensuite, comme vous allez être somnolent, vous allez avoir un risque nettement augmenté de tout ce qui va être accident de la route si vous conduisez parce que vous risquez de vous endormir au volant. Et donc, quand on s'endort au volant, on sait les conséquences que ça peut avoir. Mais pas seulement, vous avez aussi un risque augmenté d'accidents domestiques ou du travail, parce que si vous êtes somnolent et que vous travaillez sur une chaîne à l'usine avec des machines qui écrasent, qui coupent, eh ben, si vous êtes somnolent et que vous ne faites pas attention, la main est attrapée ou ce genre de choses. Et la même chose à la maison, vous risquez d'avoir plus d'accidents domestiques également. Donc ça, c'est pour les parties liées plutôt à la somnolence. Maintenant, l'autre grand versant qu'on a déjà abordé, c'est que si vous ne traitez pas un syndrome modéré à sévère, vous augmentez votre risque cardiovasculaire d'une manière globale parce que ça devient un facteur de risque comme le diabète, le cholestérol, l'obésité, enfin le tabac, les grands classiques. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire un problème cardiovasculaire, mais vous augmentez de manière significative ce risque ou de récidive de problèmes cardiovasculaires si vous en avez déjà eu. Et donc, quand on va traiter ça, on va réduire le risque pour essayer de le neutraliser et donc pour éviter au maximum la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est ça les trois grandes principales conséquences. Alors, bien sûr, il y a d'autres petits problèmes autres qui peuvent être très variables en fonction des gens. Quand on fait des apnées, qu'on ne les traite pas, ça favorise le risque d'avoir des dépressions et autres, ou de mimer en tout cas la dépression. Et ça peut avoir tous les symptômes qui sont liés à ça. Donc, c'est vraiment ces quatre grands axes qui vont être les plus problématiques si on ne traite pas ces apnées du sommeil. Donc, c'est vraiment la somnolence avec les accidents
et la qualité de vie, le risque cardiovasculaire et tout ce qui va être atteinte, on va dire, de santé mentale en général liée au mauvais sommeil. OK, merci. Et en fait, autre question, combien d'heures faut-il en fait pour passer une bonne nuit? Alors, il n'y a pas d'heure vraiment déterminée. Donc, il y a la fameuse légende qu'il faut dormir 8 heures par nuit pour passer une bonne nuit de sommeil. Ça, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est une moyenne qui a été extrapolée, on va dire, de toute la population. Il y a des courts dormeurs, hein, des gens qui doivent dormir 4-6 heures. Il y a des longs dormeurs qui doivent dormir 10-12 heures de manière naturelle. En fait, le nombre d'heures de sommeil va aussi évoluer très fortement avec l'âge. On dort de moins en moins au fur et à mesure qu'on vieillit. Ça, c'est dû au vieillissement physiologique et aux modifications du rythme de vie. Et donc, le nombre d'heures va correspondre en fait à chaque personne. Et donc, qu'est-ce qu'un nombre d'heures suffisant pour quelqu'un? C'est quand quelqu'un dort et quand il s'éveille, qu'il est en forme et qu'il a récupéré. Et donc, ça va être très variable d'une personne à l'autre. Et donc, ça, il faut l'identifier à titre individuel. Et quand on sait combien d'heures on doit dormir, il faut essayer de le respecter au maximum. Alors, on va dire généralement que pour un adulte, c'est entre 7 et 9 heures, tout en ayant les variations extrêmes qui peuvent exister chez tout un chacun. Merci. J'ai reçu beaucoup de questions sur les somnifères. Un patient, par exemple, prend du Circadin 2 mg en continu. Il se demande, est-ce qu'il faut mieux faire des cures de quelques semaines ou quelques mois, puis arrêter et recommencer si nécessaire, ou est-ce qu'on peut prendre ça à continu? Concernant le circadin, ça c'est de la mélatonine, donc qui est l'équivalent de ce qui est produit par le cerveau de manière naturelle. Donc prendre le circadin en lui-même n'est pas très problématique. Et donc on peut le prendre tout à fait sans aucun problème de manière continue, si on le supporte bien et si c'est efficace pour soi. Maintenant, on peut aussi le prendre par cure. Il y a des gens qui font ça aussi, qui préfèrent le prendre pendant 21 jours ou un mois et puis qui arrêtent quand ils ont des problèmes un peu plus aigus et identifiés. Donc, le circadin, c'est un peu le moins problématique de ce qu'on pourrait prendre. Maintenant, il y a une subtilité avec le circadin, c'est une mélatonine à libération prolongée, hein, donc c'est-à-dire que c'est pour but d'agir tout au long de la nuit. Et donc, il faut le prendre, on va dire, 1 à 2 heures avant le coucher pour avoir un mini pic au moment de l'endormissement et puis une libération prolongée tout au long de la nuit. Donc, l'indication réelle du circadin, si on lit la notice, c'est l'insomnie du patient âgé de plus de 55 ans, parce que le but du circadin, c'est en fait de remplacer la sécrétion naturelle de mélatonine qui diminue, voire disparaît après cet âge-là, en fait. Donc, il faut savoir pourquoi on le prend, tout simplement, mais il n'y a pas de risque à prendre du circadin, en tout cas. Il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance, donc ça, c'est pas problématique en soi. Le circadin, ce n'est pas un problème. Il y a un autre patient qui prend le bromazépam. Il en prend tous les jours, sinon il dort très mal. Mais il faut savoir qu'il souffre de fibrillation auriculaire et d'hypertension. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il continue ou à prendre son médicament ou il faut mieux arrêter? Alors, le bromazépam, déjà, c'est une benzodiazépine, donc il ne faut jamais l'arrêter de soi-même sans en avoir parlé à son médecin, parce que là, il y a des risques qui peuvent éventuellement apparaître sur la santé si on le prend surtout depuis très longtemps. Parce que si vous l'arrêtez brutalement, ce que vous risquez déjà, c'est ce qu'on appelle une insomnie de rebond. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, parfois pendant plusieurs semaines, vous allez quasi pas dormir ou avoir beaucoup plus de mal de sommeil qu'avant. Et puis, ce qu'il faut savoir avec les benzodiazépines, c'est que quand on le prend au très long cours, on peut avoir un phénomène de dépendance, d'accoutumance, de tolérance. Et si on l'arrête brutalement, parfois même à des doses pas très élevées, on peut avoir toute une série de complications qui ne sont pas très sympathiques. On peut faire une crise épileptique de sevrage, un délirium, ce genre de choses. Maintenant, ce n'est pas systématique, mais donc tout arrêt de benzodiazépine qui est pris de manière chronique, qu'importe la dose, doit toujours se faire sous supervision médicale. Donc ça, c'est une première chose à bien avoir en tête. Donc ne jamais arrêter ça de soi-même dans son coin sans en parler à personne. Maintenant, ce qui va surtout être important par rapport à cette prise de médicaments, c'est de voir le tableau clinique global du patient et les contre-indications qui vont être liées à chacun. Maintenant, le fait d'avoir de l'hypertension, de la fibrillation auriculaire ne contre-indique pas en elle-même le fait de prendre du bromazépam. Maintenant, ce qu'il faut voir à côté, c'est est-ce que ce patient n'a pas un syndrome d'apnée du sommeil qui n'est pas connu. Et donc, dans ce cas-là, s'il prend des benzodiazépines, ces apnées seront plus profondes, plus sévères et plus longues, et donc ça aura finalement un impact négatif sur le plan de la santé.
Ensuite, il faut voir pourquoi ce bromazépam est pris. Est-ce que c'est juste pour le problème de sommeil ou est-ce qu'il y a un problème d'anxiété associé? Donc ça, c'est aussi une réflexion à avoir à ce niveau-là. Et puis, si on veut arrêter ça, il y a des possibilités de le faire. Mais alors, il faut le faire de manière encadrée. Et alors, il faut quand même traiter le problème d'insomnie qui est sous-jacent. Parce que s'il arrête le bromazépam, il va mal dormir. Ça, il le dit lui-même. Et donc, si on ne fait rien pour aider ça, ça ne sert un peu à rien. Et donc, on va plutôt s'orienter vers des prises en charge non médicamenteuses de l'insomnie qui peuvent aider alors à arrêter les traitements d'une manière plus facile, quoi. Okay. Mais bon. Oui. Quels sont les dangers, en fait, des somnifères? Est-ce que vous pouvez nommer une petite liste des choses qui sont Ça va vraiment dépendre dangereuses? du type de molécule qu'on va prendre, parce qu'actuellement, pour dormir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prescrites. Il y a les benzodiazépines dont on vient de parler. Il y a les petites sœurs qu'on va appeler les drogues Z, parce qu'elles commencent tous par Z et qui sont des benzodiazépines avec des demi-vies un peu plus courtes. Vous pouvez prendre des antidépresseurs sédatifs, vous pouvez prendre des neuroleptiques sédatifs, des antihistaminiques. Donc, il va y avoir toute une série de molécules qui sont actuellement disponibles et qui peuvent être prescrites dans un but, on va dire, hypnotique d'une manière générale. Et chacune de ces molécules, de ces classes, va avoir des avantages et des inconvénients. Alors, pour tout ce qui est benzodiazépine et drogue Z, le risque principal, ça va être un phénomène éventuellement de ce qu'on va appeler dépendance, entre guillemets. Par dépendance, ça veut dire que quand vous arrêtez le traitement, vous faites des signes de sevrage qui ont principalement une insomnie de rebond ou une majoration de l'anxiété, ce genre de choses. Vous pouvez avoir un phénomène de tolérance, c'est-à-dire que pour avoir le même effet, vous allez devoir augmenter régulièrement la dose, vu que le corps s'habitue vraiment à la substance. Et donc ça, il faudra vraiment faire très attention. Et dans certains types de benzodiazépines, on peut avoir même un usage détourné avec des abus clairs de la molécule pour un effet qui n'est pas l'effet recherché initial. Par exemple, pour le zolpidem, il y a des gens qui ont un effet paradoxal sous zolpidem et qui vont plutôt être très euphoriques et parfois même un peu speedés. Et donc, ils vont plutôt prendre ça dans cette optique-là. Et alors, le problème des benzodiazépines, surtout également, ça peut favoriser d'avoir des troubles cognitifs, tout ce qui est trouble de la mémoire. Donc, si la mémoire n'est déjà pas top, ça risque de l'aggraver à ce niveau-là. Ça augmente le risque de chute si on est un sujet plutôt âgé, parce que si on se lève la nuit pour aller aux toilettes et qu'on a pris une benzodiazépine, on risque de tomber et de se casser quelque chose. Donc ça, il faudra faire très attention. Et si on a une fonction respiratoire qui est déjà un petit peu limite, les benzodiazépines restent une molécule qui peut être dépresseur sur le plan respiratoire, et donc ce n'est pas non plus la meilleure option à ce niveau-là. Donc les benzodiazépines, oui, mais, et donc généralement, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser ces molécules-là sur des courtes périodes, 4, 6, 8 semaines maximum, et normalement de l'arrêter après. Donc, normalement, on doit éviter la prise chronique de ces médicaments-là, parce que normalement, après, le corps s'habitue et l'effet n'est plus que, on va dire, psychologique principalement. Alors, pour les autres types de molécules, ils ont à peu près leurs avantages, leurs inconvénients aussi. Tout ce qui va être actif, ça va dépendre de la molécule en spécifique, mais le risque est souvent qu'il y a une longue demi-vie. Donc, le matin, il peut y avoir une somnolence résiduelle au lever. Donc, les gens restent un peu dans le gaz en matinée avant d'émerger. Vous avez des risques d'hypotension orthostatique. Donc, si les gens se lèvent un peu trop vite, ils risquent de tomber sur une chute de tension. Vous pouvez avoir des prises de poids, vous pouvez avoir sécheresse de bouche, tous les effets secondaires possibles que l'on peut avoir quand on prend un antidépresseur. Donc, il y a aussi, on va dire, entre guillemets, un prix à payer. Normalement, pour ces molécules-là, il n'y a pas de dépendance, c'est-à-dire que vous arrêtez, vous ne faites pas un sevrage, quoi. Pour ce qui est neuroleptique sédatif, qui est parfois utilisé vraiment hors indication, en dehors des patients qui ont vraiment peut-être des gros problèmes psychiatriques associés, il faut vraiment éviter ça de prescrire à quelqu'un qui vient pour un simple problème de sommeil, parce que là, les effets secondaires sont vraiment, on va dire, trop lourds par rapport au potentiel bénéfice. Et tout ce qui est antihistaminique, c'est très utilisé aux États-Unis parce que c'est en vente libre. Donc, vous rentrez dans une pharmacie aux États-Unis, vous sortez avec votre boîte de cetirizine ou autre, parce qu'il ne faut pas d'ordonnance, contrairement à la Belgique. Et donc là, ils utilisent ça très fortement en automédication, mais là également, il y a toute une série d'effets secondaires qui vont être assez proches de ceux des antidépresseurs ou des neuroleptiques. Donc voilà, il n'y a pas de somnifère magique, en tout cas à l'heure actuelle en Belgique. Il y a toujours, entre guillemets, un prix à payer quand on va prendre un somnifère. Oui. Et est-ce que vous pouvez expliquer un somnifère, qu'est-ce que ça fait en fait sur notre corps? Quel est le mécanisme?
Comment Alors, ça ce qu'il faut passe? savoir dans un somnifère, c'est qu'un somnifère, ce n'est pas un inducteur de sommeil au sens où on l'entend. C'est-à-dire que quand vous prenez un somnifère, ça va faciliter éventuellement l'endormissement et le maintien du sommeil. Mais si vous n'êtes pas dans des bonnes conditions au départ de sommeil, ça va éventuellement vous casser, mais pas forcément vous endormir. En tout cas, de ce qui se vend actuellement pour prendre à la maison. Si vous voulez un véritable inducteur de sommeil, ça, c'est ce qu'on vous donne en anesthésie générale au quartier opératoire, hein, c'est du midazolam à la pompe ou autre, où là, en effet, on vous injecte et vous endormez directement. Bon, ça, on ne met pas bien sûr pas ça chez les patients à domicile, c'est quand même un peu compliqué, et puis c'est quand même légèrement dangereux. Et donc, toutes les molécules qui vont être vendues en pharmacie sous ordonnance ou sans ordonnance, c'est dans un but, on va dire, plutôt de faciliter l'endormissement chez quelqu'un qui est déjà dans des bonnes conditions de sommeil. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, je prends un somnifère et finalement, je ne dors pas, parce que soit ils sont pas dans des bonnes conditions de sommeil, soit ils sont dans un état de tension tellement important que le somnifère n'arrive pas à faire effet. Alors, il y a deux grands types de mécanismes dans les somnifères. Vous allez avoir ceux qui vont plutôt favoriser les systèmes qui sont associés au sommeil. Et donc, c'est principalement tous ceux qui vont jouer sur la voie qu'on va appeler GABAergique, donc la voie du GABA, qui est le principal neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau. Et donc, ça va être la principale cible d'action de tout ce qui va être benzodiazépine et apparenté. Et donc, le but de ces molécules-là, ça va être d'augmenter l'activité GABA pour augmenter, entre guillemets, le sommeil d'une manière artificielle. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans les benzodiazépines, c'est que ça va en effet éventuellement favoriser le sommeil, mais plutôt un sommeil léger, et ça va plutôt avoir un effet de suppression du sommeil lent. Donc, quand vous prenez une benzodiazépine, vous allez en effet dormir plus longtemps, mais paradoxalement moins profondément. Donc, l'effet positif de la benzodiazépine est plus dû à l'effet de se dire j'ai dormi plus longtemps que vraiment d'avoir dormi de meilleure qualité. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a d'autres mécanismes, ça c'est plus souvent du côté des antidépresseurs, des neuroleptiques antihistaminiques, qui vont plutôt cibler les mécanismes de l'éveil, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer les voies qui favorisent l'éveil, principalement la voie histaminergique, la voie H1. Et donc, en bloquant les systèmes favorisant l'éveil, ils vous maintiennent, entre guillemets, dans le sommeil. Donc ça, c'est plutôt une autre manière d'aborder les choses. Donc, dans les somnifères, il y a donc deux grands mécanismes. Soit vous favorisez les voies qui sont liées au sommeil, soit vous bloquez les voies qui sont liées à l'éveil. Ça, c'est vraiment les deux grands mécanismes d'un somnifère qui vont fonctionner. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas des inducteurs. C'est-à-dire que si vous prenez un somnifère, ça ne va pas forcément vous faire dormir si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, les somnifères, ils me disent j'ai pris ça, c'est comme si j'avais rien pris. Ben oui, si vous êtes stressé à fond, le somnifère, il ne sait pas surpasser l'effet du stress et donc finalement vous allez être cassé mais pas endormi. Ok, ma prochaine question était comment il faut faire pour réduire et d'arrêter les somnifères. Vous avez déjà expliqué un peu tout à l'heure. Alors, tout va dépendre du type de molécule qu'on utilise, mais d'une manière générale, quand on veut arrêter un somnifère, c'est généralement de manière très progressive. Donc, c'est-à-dire qu'on va diminuer la dose petit à petit pour laisser le temps aux gens de s'habituer à l'arrêt et d'essayer d'arriver de cette manière-là à l'arrêter totalement. Donc, souvent, on diminue d'un quart ou d'une moitié en faisant des paliers relativement longs, surtout si la prise a été très longue dans le passé. Si vous avez pris un somnifère pendant 30 ans, le même, il ne faut pas se dire que vous allez pouvoir arrêter la médication en 5 jours. Ça va être un peu plus long que ça. Souvent, il faut diminuer très lentement en faisant des paliers parfois très longs, le temps de pouvoir diminuer. On doit parfois passer plusieurs semaines à un demi avant d'espérer descendre à un quart et ce genre de choses. Et dans certains cas, on arrive à diminuer la dose, mais pas toujours à l'arrêter totalement. Donc ça, il faut vraiment garder à l'esprit parce que l'effet de dépendance, entre guillemets, est là. Et donc souvent, c'est parfois très compliqué d'arrêter totalement un somnifère. On y arrive, mais c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider justement à se sevrer d'un somnifère? Comme j'ai dit, c'est de traiter l'insomnie d'une autre manière que médicamenteuse. Et donc, c'est de faire des prises en charge non pharmacologiques, donc non médicamenteuses de l'insomnie. Et donc, dans ces cas-là, ce qui existe et ce qui est pratiqué maintenant dans la plupart des laboratoires du sommeil, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie, qui sont des thérapies brèves, de 4 à 6 séances avec un psychologue, vraiment ciblées sur la problématique de l'insomnie pour casser le cercle vicieux de l'insomnie, donc pour être vraiment plus curatif que symptomatique.
Et donc, le but avec ça, c'est qu'on apprend des techniques pour mieux gérer son sommeil. Et donc, comme ça, par la suite, quand on essaye d'arrêter son somnifère, on sait mieux gérer les symptômes liés à l'arrêt du somnifère. Et donc, on a moins cette insomnie de rebond, on a moins cette inquiétude de mal dormir. Et ça permet nettement mieux de gérer la situation, quoi. Ok. Euh, alors, un patient se demande pourquoi on dort mal en fait. Pourquoi on dort mal? Voilà. Alors Ça, c'est- ça, c'est une question très vaste qui a de multiples possibilités. Alors, il y a d'abord la première chose à savoir, c'est partons du principe chez une personne qui n'a pas de pathologie du sommeil, on va dire pas d'apnée, pas d'insomnie, ce genre de choses. Il faut d'abord qu'il y ait une bonne hygiène du sommeil. C'est-à-dire, si vous vous couchez à n'importe quelle heure et que vous vous levez à n'importe quelle heure d'une manière totalement irrégulière et que vous vous tapez des siestes en journée de manière totalement non structurée, vous allez mal dormir parce que vous allez avoir une déstructuration totale de votre sommeil. Si avant d'aller dormir, vous descendez 1 litre de vodka ou que vous prenez 2 grammes de cocaïne, vous allez mal dormir par définition. Si vous regardez votre télé dans votre chambre jusqu'à 2 heures du matin, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, si vous habitez à côté d'une ligne de chemin de fer qui ne s'arrête jamais 24 heures sur 24 ou d'un aéroport avec des gens qui se posent sans arrêt, si vous avez un mauvais environnement de sommeil, les gens vont bien sûr mal dormir uniquement déjà à cause de ça, sans rentrer spécialement dans la pathologie du sommeil en tant que telle. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir un bon cadre de sommeil, donc une bonne chambre avec pas trop de perturbations la nuit et d'éviter tous les comportements qui vont déjà avoir un impact négatif sur le sommeil. Donc ça, c'est, on va déjà dire, l'une des causes principales de mauvais sommeil, c'est qu'on fait n'importe quoi avec son sommeil. Une deuxième cause de mauvais sommeil, c'est ce qu'on va observer au cours des dernières décennies, c'est qu'on dort de moins en moins. Pas forcément parce qu'on a besoin de moins de sommeil, mais c'est parce qu'on se prive plus de sommeil. C'est-à-dire que les gens, quand ils sortent du boulot en soirée, ils veulent soit sortir avec des copains, soit regarder la télé, soit lire, soit avoir une activité, pas simplement rentrer, manger, dormir. Et donc, ils vont se coucher plus tard et donc ils vont se priver d'une partie du sommeil qu'ils auraient dû avoir de 1, 2 heures, 3 heures. Et donc, ils ne dormiront que, on va dire, 5, 6 heures au lieu des 7, 9 heures qu'ils ont besoin. Et donc, ils vont être en privation chronique volontaire, je mets ça entre guillemets. Et donc là, ils vont être fatigués, ils vont avoir un mauvais sommeil parce qu'ils se privent de sommeil pour faire autre chose. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, je ne me pointe pas au boulot pour faire quelque chose, je n'arrête pas de m'occuper de mes enfants pour faire quelque chose d'autre. Et donc, le seul facteur sur lequel vous pouvez raboter, entre guillemets, sans conséquence, ce qui n'est pas vrai, c'est votre sommeil. On n'a que 24 heures dans une journée. Donc ça, c'est les deux situations principales en dehors des pathologies du sommeil. Maintenant, il y a les pathologies du sommeil en tant que telles qui peuvent expliquer que vous ayez un mauvais sommeil. Si vous êtes insomniaque, si vous faites 50 apnées par heure, si vous faites des mouvements des jambes qui vont micro-éveiller votre sommeil, là, vous allez mal dormir parce qu'il y a une pathologie primaire sous-jacente dans votre sommeil qui va expliquer votre mauvais sommeil dans l'ensemble. Donc ça, il y a déjà trois causes. Et puis une autre cause qu'on ne pense pas assez souvent, c'est que quand vous avez d'autres problèmes de santé, on va dire plus physiques ou psychiatriques, ça va impacter votre sommeil. Vous pouvez mal dormir parce que vous êtes déprimé, parce que vous êtes anxieux, parce que vous êtes bipolaire, moi j'invente, ou parce que justement sur le plan physique, si vous avez un cancer, si vous avez un problème pulmonaire chronique, si vous avez un problème cardiaque chronique, qui est parfois assez lourd, où il faut prendre plein de médicaments, ça peut aussi impacter votre sommeil et mal dormir et avoir un impact à ce niveau-là. Donc il y a de multiples causes qui sont souvent, on va dire, un peu mélangées. Il n'y a pas Ouais, souvent une seule cause de mauvais sommeil, mais voilà, il y a plusieurs facteurs qui ouais. peuvent favoriser un mauvais sommeil. Oui, et donc qu'est-ce que vous conseillez alors à un patient qui dort mal? D'aller voir son médecin généraliste et lui, il va voir s'il y a des maladies ou des raisons pour lesquelles il dort mal ou d'aller tout de suite à un labo de sommeil ou qu'est-ce que vous Bah, conseillez? je pense qu'il faut d'office de toute façon en parler à son généraliste parce que c'est quand même lui qui finalement est le coordinateur global des soins des patients. Comme ça, lui, il a déjà une idée aussi normalement générale de ses patients. Enfin, on a des bons médecins généralistes, on a des mauvais, bon ça c'est comme partout, mais généralement il connaît déjà votre dossier et il sait déjà avoir des idées ou des pistes pour Oui, comprendre ce qui se passe. Et donc lui peut soit décider de commencer à prendre en charge lui-même, soit de référer éventuellement vers un laboratoire du sommeil. Maintenant, il y a d'autres spécialistes. Si vous êtes suivi en cardiologie, que vous dites, il faut parler aussi à votre cardiologue que vous dormez mal et que vous ronflez, il vous enverra faire un labo sommeil parce qu'il va penser à des apnées
ce genre de choses. Donc, je pense qu'il ne faut jamais hésiter à en parler à son médecin généraliste ou à son médecin spécialiste référent qui nous suit pour un problème chronique et d'aborder la problématique avec lui et de faire une première évaluation et voir s'il faut aller ou si c'est basique et qu'il faut juste changer 2-3 règles d'hygiène du sommeil et c'est bon, ou s'il faut vraiment lancer des investigations plus complexes pour exclure une pathologie plus primaire du sommeil, quoi. Ça va, merci. Alors, j'ai une petite question pratique. Quand on se réveille la nuit, on ne sait plus dormir, est-ce qu'il faut mieux rester dans son lit ou il faut mieux se lever et faire quelque chose? Et alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah alors ça, il faut bien voir. Donc bon, si ça arrive une fois de temps en temps, on ne va pas se stresser, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, si on s'éveille la nuit, qu'on a tendance régulièrement à avoir ces éveils nocturnes, si après, on va dire un gros 20-30 minutes, on ne s'est pas rendormi, le mieux, en effet, c'est plutôt de se lever et de faire plutôt une activité qui va détendre, hein. Donc ça, c'est chacun sa petite activité en soi, soit lire un livre, soit boire un thé, enfin bon, pas fumer 5 clopes et quelque chose de éviter tout ce qui va plutôt être excitant, pas commencer à récurer toute sa maison, à faire sa comptabilité fiscale, parce que là, on va s'énerver et donc là, on se rendormira plus du tout. Donc, il faut en effet plutôt se lever et faire quelque chose qui détend. Et quand on ressent la somnolence venir et l'envie de dormir, ben, on va se recoucher et on se rendort à ce niveau-là. Pourquoi faire ça? Parce que si vous restez dans votre lit à ruminer sur le fait que vous endormez pas, bah, vous allez ruminer à plein d'autres choses et donc finalement, vous allez vous conditionner à ne plus dormir, en fait. Parce que quand vous allez vous réveiller la nuit, le cerveau va dire: «C'est le moment où je rumine» et donc il va activer toute une série de mécanismes et donc finalement, le lit ne sera plus assimilé à votre sommeil et donc ça va vraiment entraîner un conditionnement qui fait que quand je suis dans le lit, ce n'est plus pour dormir, mais c'est pour ruminer, c'est pour faire autre chose. Pas commencer à regarder son téléphone comme ça en pleine nuit, parce qu'en plus, vous vous exposez bien à la lumière, donc vous allez vraiment bloquer votre sommeil. Donc c'est vraiment être très attentif à ce qu'on fait à ce moment-là, quoi. Alors, encore une petite question pratique. La sieste, est-ce que vous conseillez les gens de faire une sieste après le lunch ou est-ce que ça nuit la qualité du sommeil de la nuit? Alors, la question de la sieste, c'est vraiment la vraie question, c'est pourquoi on la fait. Parce qu'il y a deux possibilités. Si votre but, c'est d'avoir quelque chose avec une récupération rapide, c'est-à-dire vous dormez pour être en forme après, on peut faire la sieste, mais alors ce n'est pas plus de 20 minutes, justement pour éviter de tomber dans un sommeil trop profond qui va alors vraiment là empiéter sur votre sommeil de nuit, parce que là, vous allez commencer à grignoter votre capital sommeil de la nuit. Donc, on peut faire une sieste en journée. Si le but, c'est je me sens fatigué, je veux être opérationnel l'après-midi, ben, il faut dormir. On peut faire une sieste, mais c'est vraiment pas plus de 20 minutes pour éviter de tomber dans du sommeil lent profond et de diminuer trop sa pression de sommeil par rapport à la nuit. Si vous tapez une sieste de 3 heures en pleine journée, bah, vous allez dormir 3 heures de moins la nuit, tout simplement, parce que vous êtes programmé pour dormir un certain nombre d'heures sur 24 heures. Et si vous dormez une partie de ces heures en journée, ben, vous ne les dormirez plus la nuit. Ça, c'est comme ça, parce que votre pression de sommeil ne sera pas suffisante. Maintenant, si votre but, c'est de dire je vais dormir plus parce que je dois être en forme plus tard, donc de manière retardée, là, vous pouvez faire une sieste plus longue en journée, mais ce qu'il va falloir savoir, c'est que si vous dormez plus de 20 minutes en journée, vous risquez de tomber justement dans ce sommeil plus profond. Et quand vous allez vous réveiller après cette sieste, vous allez avoir ce qu'on appelle une inertie de sommeil. Donc, vous allez avoir du mal à émerger, parce que bah, c'est comme si on vous réveillait en plein milieu de votre nuit profonde. Et pendant, ça dépend des gens, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, vous allez être un peu vaseux et pas toujours très réactif. Mais à distance, c'est-à-dire éventuellement en soirée ou quoi, là, vous n'aurez plus envie de dormir et vous pourrez être fonctionnel plus longtemps. Par exemple, les gens qui vont travailler de nuit, ben oui, on va leur conseiller plutôt de faire une sieste plus longue pendant la journée. Comme ça, ben, la nuit, ils vont être moins somnolents et plus opérationnels. Mais ça, c'est vraiment pour un but de fonctionnalité retardée, si on fait une longue sieste en journée. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Si c'est récupération rapide pour être fonctionnel tout de suite, c'est pas plus de 20 minutes. Si c'est pour programmer d'être plus fonctionnel de manière retardée, alors là, on peut faire une sieste plus longue à ce niveau-là. Maintenant, si vous dormez 8 heures la nuit et que vous avez besoin de dormir encore 3 heures en journée, pour une sieste, là, il faut se poser la question que ça, c'est pas normal. Il y a quand même une somnolence un peu pathologique. Et donc là, il faut pas trop hésiter à venir au laboratoire du sommeil pour rechercher une cause, éventuellement des apnées ou autres, parce que c'est pas normal, normalement. Ouais, ok. Et
par exemple, quand un samedi, quand tu sais, ce soir, je vais sortir, hein, je vais rentrer tard. Donc là, on peut dire, quand on a le temps, l'après-midi, je vais dormir 2 heures. Comme ça, je ne On serai pas peut trop éventuellement, fatiguée pour être le un peu plus dimanche. en forme en soirée, oui. Ça peut être Oui. une option éventuelle, oui. OK. Euh, alors, il y a certains médicaments qu'on prend pour des traitements de maladies différents qui Mhm. affectent le sommeil. Hein? Alors, comment est-ce qu'il y a une solution pour ça? Comment on peut éventuellement résoudre ce problème? Parce qu'on doit prendre ces médicaments, évidemment, mais on dort mal après. Comment on résout ce problème-là? Donc ça, il y a principalement, il faut surtout voir pourquoi on prend ces traitements, parce que ça, c'est une première chose. Est-ce que ces traitements sont réellement nécessaires? Parce que bon, parfois, on prescrit des médicaments aux patients qui n'ont normalement qu'un but temporaire, et puis finalement, ils ne sont jamais réellement arrêtés, et donc ils sont maintenus un peu comme ça, parce que personne ne vérifie réellement, et ils sont parfois plus nécessaires. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de réévaluer le traitement des gens, pour voir si tout ce qu'ils prennent est vraiment indispensable, et si on ne peut pas éliminer certains médicaments qui pourraient éventuellement, à ce moment-là, un effet négatif sur le sommeil. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de voir en effet si ce médicament est indispensable et qu'il n'existe pas d'alternative et qu'il faut le prendre envers et contre tout, alors il faut peut-être regarder à quel moment de la journée on le prend, parce que certains médicaments ont des effets bien sûr sur le sommeil, c'est démontré. Par exemple, certains antidépresseurs vont avoir un impact négatif sur le sommeil. Ou alors certains traitements cardiovasculaires peuvent avoir un impact négatif, hein, les bêta-bloquants ou autres. Certains peuvent, pour l'asthme, peuvent avoir un effet négatif. Si vous prenez du Medrol, hein, donc tout ce qui va être corticoïde peut avoir un effet négatif. Et donc à ce moment-là, il faut plutôt réfléchir, peut-être pas le prendre le soir, voir avec le médecin si on ne peut pas plutôt le prendre le matin. Comme ça, l'effet plus néfaste pour le sommeil, entre guillemets, est en journée quand on n'est pas censé dormir. Et quand on arrive le soir, le médicament a moins d'effet à ce moment-là et permet d'avoir un impact plus limité au niveau du sommeil. Donc ça, c'est vraiment bien important de voir à quel moment on le prend et de bien en discuter avec le médecin. Parce que si vous prenez un médicament qui a un impact sur le sommeil juste avant de dormir, oui, vous allez mal dormir. Ça, il n'y a pas de grand secret. Ou à l'inverse, si vous avez des médicaments qui sont plus sédatifs, on va éviter de les prescrire au matin et on va plutôt les prescrire le soir pour que l'effet sédatif ait lieu pendant le sommeil quand c'est moins problématique. Parce qu'il y a des médicaments qui vont plutôt favoriser d'être réveillé, d'autres qui vont plutôt être un peu plus cassants. Tout ce qui est antidouleur, de type proche des morphiniques et autres, eux, ils sont plutôt sédatifs. Donc, si on peut plutôt prendre la prise antidouleur le soir qu'au matin, bon, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est toujours plus pratique pour le patient. Donc, un, c'est de voir si le médicament est toujours nécessaire et indispensable et si on ne peut pas s'en passer. Deux, s'il y a trop d'effets secondaires, il faut toujours en discuter avec son médecin pour voir s'il n'y a pas d'autres alternatives qui existent. Souvent, il y a possibilité d'avoir autre chose qui peut avoir le même effet, mais peut-être avec pas ces effets secondaires-là. Donc ça, il faut toujours évaluer à ce moment-là. Et trois, s'il n'y a pas d'alternative et que ce traitement est absolument indispensable pour votre santé, bon, il faut bien sûr jamais l'arrêter tout seul sans prévenir son médecin parce que ça vous expose à des risques plus ou moins importants. Et il faut alors rediscuter avec lui. Est-ce que je peux pas le prendre à un autre moment de la journée où ça risque de moins impacter le sommeil? Et quand on a fait tout ça et que c'est malheureusement pas possible, voilà, c'est toujours la balance risque-bénéfice. Si ce traitement est indispensable, parce que si on ne prend pas, on a un risque de 95% de chance de faire un infarctus, on continue et on essaie de faire avec, quoi. Même si ce n'est pas le meilleur pour le patient, ça, je suis d'accord avec vous. Alors, on est déjà arrivé à la dernière question que j'ai ici sur mon petit papier et c'est donc pour finir quelques bons conseils pour passer une bonne nuit sans somnifères. La première chose, c'est que si on a tendance à avoir des problèmes de sommeil, il faut vraiment être le plus régulier dans les heures de coucher et de lever, parce que ça va être important, parce que ça va vraiment envoyer un message très puissant au niveau de l'horloge biologique, et ça permet vraiment de se caler sur un rythme prédéfini. C'est-à-dire que la somnolence arrivera toujours au même moment, l'éveil arrivera toujours au même moment, et il va y avoir une espèce de conditionnement positif qui va se mettre en place. Et donc ça, c'est vraiment la régularité des heures de sommeil. Alors en semaine, bien sûr, et alors si possible, au maximum aussi le week-end, même si le week-end, bon, on peut se dire qu'il faut, on peut avoir une petite
flexibilité, on peut dormir peut-être une petite heure de plus qu'en semaine, mais il ne faut pas faire des trop gros écarts non plus entre la semaine et le week-end. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, c'est la régularité vraiment au niveau du sommeil. Ça va être le plus important. Ensuite, il ne faut pas se mettre trop longtemps au lit pour le principe de se mettre au lit, parce que quand on a tendance à l'insomnie, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va se coucher très tôt pour essayer d'être le plus longtemps possible dans son lit. Comme ça, quand le sommeil vient, ben, on va dormir et donc finalement, on aura plus de sommeil. Ce qui est faux, parce qu'en fait, vous allez dormir le même nombre d'heures, mais de manière plus fragmentée. Donc, vous allez avoir des micro-blocs de sommeil par-ci, par-là, ultra fragmentés. Et donc, ça va être finalement plus néfaste pour vous que si vous restez moins longtemps dans votre lit et que vous dormez la même quantité. D'où l'importance d'avoir les horaires réguliers et de ne pas se coucher trop tôt pour le principe de se coucher trop tôt. Si vous êtes programmé pour vous endormir à 23 heures, ça ne sert à rien de vous mettre dans votre lit à 20 heures, vous ne dormirez pas à 20 heures. Vous dormirez à 23 heures, vous passerez juste 3 heures à regarder le plafond et à vous demander est-ce que je vais m'endormir ou pas, puis vous allez vous stresser et ça ne va pas bien se passer. Comme on l'a déjà dit, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un bon environnement de sommeil. Donc, c'est-à-dire d'avoir un endroit où si vous avez des températures occultantes pour limiter l'entrée de la lumière, d'avoir une chambre qui n'est pas à 35 degrés. Enfin, hors en canicule, vous me direz c'est compliqué si on n'a pas la clim, je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'éviter d'avoir une chambre qui est trop froide, trop chaude, de ne pas se couvrir de 25 000 couches quand il fait déjà 50 degrés, d'avoir une chambre qui est au calme, hein, où il n'y a pas de bruit sans arrêt, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment d'avoir le meilleur environnement de sommeil possible. Alors, ce qui va être aussi important, ça va être la gestion de tout ce qui va être écran. Pour deux raisons principales. Un, tout ce qui est écran génère de la lumière bleue et la lumière bleue va vraiment agir sur la sécrétion naturelle de mélatonine en la bloquant. Et donc, ça va vraiment retarder d'une manière physiologique l'endormissement. Là, vous allez me dire, oui, mais je mets un super filtre anti-lumière bleue sur mon téléphone et mon ordinateur, donc ça n'a pas d'impact sur moi. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, à part cet effet lumière bleue, le fait d'être sur son téléphone ou son ordinateur ou sa télé avant de dormir, ça va créer un conditionnement psychologique. C'est-à-dire que votre cerveau va assimiler, je suis dans mon lit pour regarder la télé, pour être sur mon téléphone, pour être sur mon ordinateur, pour regarder une série. Et donc, ça va créer un état d'excitation du cerveau qui va être contre-productif pour le sommeil. Et ça va créer surtout un lien entre lit égale je regarde la télé, je regarde mon téléphone, je regarde une série, et pas lit, je dors. Et donc, votre cerveau va rester activé et ne va pas pouvoir s'endormir. C'est pour ça qu'on dit les écrans, on essaie d'arrêter une demi-heure avant d'aller dormir et on essaie de ne pas le mettre dans le lit. En fait, le lit ne doit servir qu'à deux choses, dormir, avoir des relations intimes. Tout le reste, ça ne se fait pas dans le lit. Il y a un fauteuil, il y a un salon, il y a d'autres endroits pour le faire. Donc ça va vraiment être très important. Ensuite, il y a tout l'aspect un peu alimentation. C'est sûr que si vous bouffez un repas ultra copieux avant d'aller dormir, vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez être lourd et la nuit, ça ne va pas être exceptionnel. Donc, bon, après, si c'est un repas de fête, c'est comme ça arrive de manière ponctuelle, c'est la vie. Mais voilà, tous les jours, il faut quand même essayer de ne pas manger d'une manière astronomique, ni trop lourd, ni trop gras, ni trop chargé. Alors, vous avez tout ce qui va être consommation, entre guillemets, de toxiques, enfin toxiques, entre guillemets, tout ce qui va être la nicotine ou l'alcool. Le tabac, pourquoi? Parce que le tabac est un excitateur. Donc, si vous fumez comme un malade avant d'aller dormir, vous allez être activé. Donc, ça va vraiment contrebalancer l'effet du sommeil. Concernant l'alcool, c'est un très mauvais hypnotique, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'en effet, vous allez peut-être vous endormir plus facilement, mais il va induire un sommeil nettement plus léger, avec beaucoup de micro-éveils et ce genre de choses. Et donc, au final, vous allez moins bien dormir que si vous ne prenez pas d'alcool, en fait. Donc, il faut vraiment éviter ça. D'autant plus que si vous êtes un peu apnéique sur les bords et pas traité, les apnées, ça a tendance à les rendre plus longues, plus sévères, plus compliquées. Donc, c'est vraiment pas le. Voilà. Donc, on peut se dire, oui, je prends mon petit verre pour aller dormir et ça m'aide. Peut-être en aigu une fois, mais sur le long terme, ce n'est pas la meilleure option du monde. Alors, il faut surtout avoir une bonne activité physique. Ça, on l'oublie beaucoup parce que dans les sociétés, en tout cas occidentales actuelles, on est devenu fort sédentaire, tout à chacun. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on reste des animaux, enfin, entre guillemets, à la base, hein, donc des mammifères, et que donc, ce qui va nous faire avoir envie de dormir, c'est quand on se dépense physiquement, tout simplement. Et donc, si vous passez votre journée à ne rien faire en restant dans votre fauteuil sans bouger, vous n'accumulez pas beaucoup de pression de sommeil et donc vous n'allez pas avoir besoin de dormir beaucoup pour récupérer.
Et donc, vous allez vous endormir plus tard et vous réveiller plus tôt parce que vous n'avez pas une pression de sommeil énorme et vous n'avez pas beaucoup de pression de sommeil à dissiper. Tandis que si vous faites de l'activité physique en journée, eh ben, vous allez accumuler une pression de sommeil plus grande et donc vous allez avoir envie de dormir plus fort et vous allez donc vous endormir d'une manière plus facile, avoir un sommeil qui va être de meilleure continuité et vous allez dormir plus longtemps le matin. Donc ça, l'activité physique est importante. Alors, quand est-ce qu'on doit faire l'activité physique de manière optimale pour que ça ait un bon impact pour le sommeil? Alors, c'est généralement avant midi. Alors, vous allez me dire, oui, bon, avec le boulot, c'est pas très pratique à faire. Donc, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de le faire à ce moment-là, on peut le faire à un autre moment. On peut le faire après le travail, ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas le faire à proximité immédiate du moment où vous allez dormir. Si vous faites 2 heures de muscu intensive juste avant de dormir, vous allez être bien activé parce que vous avez fait du sport à fond, vous n'allez pas dormir. Donc, il faut vraiment laisser aussi une latence entre la fin de l'activité sportive et le moment où vous allez dormir. Ça va être très important. Comme on l'a dit, il y a vraiment l'importance de la gestion de la lumière. Donc ça, c'est vraiment très, très important. De ne pas s'exposer d'une manière intensive à la lumière avant d'aller dormir, ce genre de choses. Donc ça, c'est les grands principaux conseils qu'on peut donner pour essayer d'avoir le meilleur sommeil possible sans usage de somnifères ou autre, quoi. Maintenant, si vous êtes déjà dans le cas d'une insomnie chronique qui est là depuis longtemps, tous ces conseils, c'est bien gentil, mais ce ne sera pas suffisant. Là, il faudra avoir un professionnel du sommeil pour vous aider à d'abord sortir de l'insomnie et puis on appliquera ça quand l'insomnie ira mieux. Si vous n'avez pas une insomnie chronique et que voilà, vous souhaitez juste maintenir un bon sommeil et éviter les catastrophes, c'est ces conseils-là qu'il faut aborder. Mais à eux seuls, ils ne vont pas suffire à guérir une insomnie chronique installée depuis des années. Ça, il faut être... Souvent, les patients, quand ils viennent pour un problème d'insomnie, ils vont me dire ces règles, c'est bien gentil, mais c'est déjà ce que je fais et ça ne change rien. Oui, c'est normal. Le phénomène est déjà là. Il faut d'abord briser ce phénomène et puis on remet ça dans un deuxième temps. Ok, merci. Donc, j'entends que la télévision dans la chambre, c'est pas conseillé. C'est à éviter au maximum. Voilà, il y a un salon, il y a une télé, Oui, on fait oui, ça dans oui. son salon, quoi. Comme on a dit, le Ok. lit, c'est pour dormir. Ok, merci beaucoup. Voilà, on a plus de questions. Donc, peut-être qu'il y a des questions d'un d'entre vous, de quelqu'un d'entre vous, qui a encore une question pour le professeur Hein. Oui, j'ai deux questions. Ok, très bien. Vas-y. Alors, la première des questions, est-ce que le fait qu'un des parents a des apnées, est-ce d'office héréditaire ou pas? Il y a une hérédité, on va dire, éventuellement partielle. Pourquoi? Parce que quand on hérite de ses parents une partie de sa morphologie à soi, c'est normal, on ressemble à ses parents, ça c'est la génétique. Et donc on hérite également en partie de la morphologie, on va dire, oropharyngée. Et donc si les parents ont déjà des problèmes à ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'au niveau des enfants ou autres, on puisse avoir les mêmes problèmes à ce niveau-là. Et donc, on peut en effet avoir une certaine transmission de la problématique d'apnée du sommeil, mais je veux dire, ce n'est pas ça tout seul qui pourra expliquer qu'on fasse aussi des apnées par la suite. Donc, ce n'est pas forcément parce que son père ou sa mère fait des apnées, il y a une machine qu'on finira avec une machine, mais disons que ça augmente le risque d'une manière globale, on va dire ça comme ça. Merci. Et alors, ma deuxième question, c'est depuis 3-4 ans, non, depuis 4 ans, je dirais, ma mère dort toutes les nuits dans son fauteuil et elle me dit finalement qu'elle dort beaucoup mieux dans son fauteuil que dans son lit, tout en se réveillant chaque heure pour aller aux toilettes pour les nicturies, hein. Donc elle dort longtemps, je l'appelle la marmotte, mais c'est un sommeil bien moins récupérateur que le mien, par exemple. Bon, alors, sans avoir vu madame, c'est compliqué de donner une idée, mais est-ce qu'elle a déjà fait une évaluation sommeil ou pas du tout? Non, on n'a jamais fait d'évaluation de sommeil. Dans le passé, quand elle était maintenant, elle est retraitée, hein. Et quand elle travaillait, je me souviens quand j'étais plus jeune, elle prenait des somnifères pour dormir. Et là, ça fait près de 10 ans depuis qu'elle a la retraite qu'elle n'en prend plus du tout. Et ça, c'est bien. Mais bon, déjà, je pense que c'est peut-être aussi quelque part un peu la génétique et l'hérédité, car dans la famille de ma mère, ils sont assez de gros dormeurs.
Donc, il y a plusieurs choses à vérifier. Donc, tout d'abord, bon, si elle se réveille souvent la nuit pour aller à la toilette, ça, il faudrait peut-être d'abord revoir avec son médecin. Sinon, je ne sais pas si elle prend des médicaments pour sa santé physique à côté, s'il n'y a pas quelque chose qui lui fait aller à la toilette toutes les heures, parce que ça peut aussi exister, hein, si elle prend des diurétiques ou autre, ça Des pourrait médicaments expliquer. Hmm. au niveau cardiologique, hein. Car elle a Oui. subi une très grave opération il y a 3 ans, un quintuple pontage. Vu ce que vous m'expliquez, bon, un, je reverrai au niveau du traitement, et deux, s'il y a des problèmes des antécédents cardiovasculaires assez longs comme ça, une hypersomnie, entre guillemets, en tout cas une hypersomnolence présente, moi, je lui ferai quand même un labo sommeil pour être sûr de ne pas passer à Ah côté ouais. d'apnée, hein, parce qu'on n'est jamais trop prudent dans la vie, hein. Mhm. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup pour les informations. Pas de souci. Et là, je me permets peut-être, tant que personne prend la parole, je lisais Il n'y a pas de justement un souci. article avant de vous retrouver en live, justement sur le sommeil, elle a mis du cœur. Et on disait, quand vous parliez, donc de beaucoup de gens ignorent qu'ils font les apnées du sommeil, mais qu'il était Hmm. également peut-être recommandé de faire pendant 24 heures porter un holter. Est-ce que c'est indispensable si vous avez fait un test du sommeil en labo? Le holter de 24 heures, ça va dépendre. Il y a deux types de holter. Soit c'est pour la tension artérielle. Donc ça, c'est si on a un doute sur le fait qu'il y ait une hypertension ou pas, parce que parfois on a de l'hypertension, ce qu'on appelle la blouse blanche, hein. Donc ces gens qui font de l'hypertension uniquement quand ils voient le médecin, parce qu'il y a un phénomène, entre guillemets, le stress et le reste du temps, ils ne font pas d'hypertension. Ou ils ne font pas d'hypertension en journée, mais plutôt la nuit, hein. Ça existe aussi. Donc là, on peut faire un holter de tension pour voir si oui ou non il y a éventuellement une hypertension. De la même manière, on peut faire un holter pour le rythme cardiaque. Donc ça, c'est si on suspecte éventuellement que vous ayez un trouble du rythme cardiaque qui ne peut pas s'observer sur un ECG d'une minute, parce que ce truc apparaît et disparaît un peu de manière ponctuelle. Et donc là, on peut faire ces deux types de holters-là. Alors, ce n'est pas d'office fait après un labo sommeil. Maintenant, ça peut être fait vraiment si on suspecte que vous ayez une hypertension résistante ou que vous fassiez des syncopes un peu bizarres ou que justement à votre ECG, on voit un truc un peu bizarre et on se dit est-ce que c'est juste là, à ce moment-là particulièrement, ou si c'est dans le futur, ou si ça se répète. Donc là, on peut faire des holters, mais ce n'est pas un examen systématique qui est fait dans le cadre, on va dire, d'un bilan d'apnée du sommeil. Mais ça peut compléter, parce qu'on peut faire des apnées du sommeil et avoir un trouble du rythme cardiaque. L'un n'empêche pas l'autre et souvent les deux sont liés, quoi. Je Je vous ne sais pas si remercie j'ai beaucoup. répondu à la question, mais Oui, je vous remercie pour les infos. Et je vais en faire part autour de moi, parce que moi, je suis la personne qui souvent suit les conférences ou lit beaucoup, et je fais part autour de moi de toutes les informations que je peux récolter pour faire prendre conscience aussi aux gens. Après, je dis toujours, chacun est responsable, enfin, responsable entre guillemets, de sa santé, hein. Parce qu'on peut donner des conseils, mais si les personnes ne veulent pas les suivre, ce qui est bien souvent le cas, c'est vous-même qui vous mettez entre guillemets en danger, quoi. alors bon, ce qu'il faut savoir, je rebondis un peu là-dessus, c'est que bon, si on vous diagnostique un syndrome modéré à sévère d'apnée du sommeil, bon, c'est la décision tout à chacun de faire le traitement, soit par la machine ou par autre chose. Mais il y a une petite subtilité, c'est que techniquement, si on vous diagnostique un syndrome modéré à sévère d'apnée du sommeil, il faut le traiter, sinon vous ne pouvez plus conduire votre voiture, en fait, officiellement. Donc, si on vous découvre un syndrome d'apnée du sommeil modéré à sévère, la loi est actuellement comme ça. Vous devez aller à votre commune, vous devez rendre votre permis de conduire et vous ne pouvez le récupérer qu'après 1 mois de traitement efficace de votre syndrome d'apnée du sommeil. Ça, c'est la loi telle qu'elle est dite. Bon, les gens n'appliquent pas ça dans la réalité, ça, on va être honnête. Mais en fait, le problème, c'est que si vous ne traitez pas vos apnées du sommeil et que vous avez éventuellement après un accident de la route et que votre assurance automobile, entre guillemets, le découvre, vous ne serez plus couvert par votre assurance. Ça, c'est une première chose. Et il y a toutes les implications médico-légales. Si vous êtes conducteur poids lourd, que vous avez des apnées, que vous êtes un professionnel de la route, vous ne vous traitez pas, et puis avec votre camion, vous emboutissez un bus scolaire et vous tuez 6 enfants, et qu'on sait que vous avez des apnées non traitées, vous finirez en prison. C'est aussi la réalité, hein, parce que c'est de votre faute, vous êtes endormi, vous n'êtes pas traité. On rentre dans des cas extrêmes, hein, on peut chicaner sur beaucoup de choses. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'aspect purement santé de ce traité, et puis dans certains cas, il y a certaines applications médico-légales qu'il faut garder à l'esprit, surtout si on est un professionnel de la route ou conducteur d'avion, de train, de bus, de camion. Ça, si on a des apnées, souvent, ils sont mis sous certificat médical le temps d'être traités et ils ne peuvent reprendre le boulot qu'une fois qu'ils sont bien traités.
Parce que sinon, nous, on ne peut pas les autoriser à continuer à travailler dans ces conditions, quoi. Et les personnes qui utilisent la CPAP, ils devront l'utiliser à vie alors. Alors, concernant les traitements des apnées du sommeil, comme le problème est mécanique, en effet, la plupart des traitements sont mécaniques, que ce soit la CPAP ou l'orthèse d'avancée mandibulaire. Le seul facteur réel sur lequel on peut avoir un impact si on a des apnées du sommeil et qu'on est dans ce cas-là, c'est le surpoids et l'obésité. Donc, si on est en surpoids et en obésité et qu'on a une perte significative de poids, ça peut parfois diminuer, voire quasiment supprimer les apnées et éventuellement nous permettre d'arrêter la CPAP, l'orthèse ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le seul facteur sur lequel on a un impact. Le fait qu'on vieillisse, on vieillisse, on n'a pas encore de traitement magique à ce niveau-là. Et techniquement, au niveau du sexe, moi, quand on est un homme ou une femme, bon voilà, ça, on ne sait pas agir des masses là-dessus non plus. Donc, vraiment, donc le fait d'être un homme, l'âge et le surpoids et l'obésité sont les 3 plus gros facteurs de risque. Et donc, le seul sur lequel on peut avoir un impact, c'est éventuellement le poids. L'autre méthode potentiellement curative, mais je mets toujours ça avec des guillemets, c'est parfois d'aller voir l'ORL ou le stomatologue et de voir si c'est vraiment une malformation orofaciale ou oropharyngée qui expliquerait les apnées. Et parfois, si vous avez la mâchoire fort en arrière, on peut faire des opérations pour l'avancer, ou si vous avez des gros problèmes ORL, faire des interventions pour retirer vos amygdales, ce genre de choses. Parfois, ça peut marcher, mais ce n'est pas garanti. Donc, les 2 seuls facteurs plus curatifs potentiels, c'est la chirurgie ORL, maxillofaciale ORL ou la perte de poids, mais à chaque fois pour les 2, sans garantie certaine que ça permette totalement d'arrêter les traitements pour les apnées. Donc, généralement, il faut se dire que quand on commence une CPAP, souvent, oui, c'est parti jusqu'à la fin, quoi. Et je suppose qu'il n'y a pas d'âge pour la commencer. Enfin, oui, il y a l'âge, oui, l'âge, je veux dire, il peut y avoir des gens de 35, 40 ans qui pourraient commencer le CPAP. Il y a des gens de 18, 19, même avant, qui commencent des CPAP. Oui. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a pas de... On peut commencer à 89 ans, ce n'est pas un problème non plus. Donc je veux dire, ça dépend vraiment du niveau d'apnée. Et finalement, qu'importe l'âge, tout ce qui compte, c'est vraiment, une fois qu'on les a identifiés, il faut les traiter. Ok, moi je vous remercie pour toutes les infos que je ferai passer autour de moi. Pas de souci. Merci beaucoup pour les questions. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a une question? Oui, moi j'aurais une question aussi. Oui. En fait, je voudrais savoir à partir de combien de apnées par minute ou par heure ou par nuit, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un consensus sur le nombre Alors, d'apnées? oui, donc il y a un consensus qui va, on va dire, entre guillemets, un peu arbitraire, mais parce qu'il fallait bien en fixer à un moment ou à un autre. On considère, en tout cas en Belgique, pour pouvoir être remboursé du traitement par le masque ou par les gouttières qu'on met dans la bouche, il faut 15 apnées par heure pour pouvoir être inclus et remboursé. Donc, on considère qu'à partir de 15 apnées par heure, il faut commencer à s'agiter et à traiter le patient. Maintenant, quand on est en dessous de 15 apnées par heure, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas grave ou qu'on s'en fout. Ça veut juste dire que là, on regarde s'il y a des symptômes ou pas associés. Si c'est très symptomatique, les gens sont ultra somnolents ou ont des gros problèmes cardiovasculaires, on peut quand même essayer de faire des traitements à ce niveau-là. Maintenant, s'ils sont totalement asymptomatiques, en dessous de 15, on va juste surveiller, voir si ça évolue dans le temps. Et à partir de 15 par heure, là, on considère qu'il faut commencer un traitement, quel qu'il soit, que ce soit chirurgie ORL, l'orthèse ou la CPAP, mais qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Oui. Parce qu'en fait, j'ai déjà passé un examen d'études du sommeil et j'ai pas regardé dans mes documents, mais je pense que j'étais A13 à ce moment-là. Et donc, on ne m'a rien proposé. Donc, si vous dites que c'est 15 par heure, ouais. Maintenant, il faut voir, c'était 13 il y a combien de temps? C'est la première Il y a chose. plusieurs années, oui. Ouais, à mon avis, alors il faut voir si maintenant vous vous sentez symptomatique, s'il y a plus de somnolence, plus de fatigue, plus de mauvais sommeil, s'il y a un ronflement qui s'est apparu ou s'est aggravé, ou s'il y a une prise de poids d'une manière globale. Alors, il faudrait probablement repasser, refaire un bilan, parce que ça, c'est probablement, je vais être honnête, les apnées s'aggravent avec le temps. Donc, si vous êtes à 13 il y a 5 ans, il se peut que maintenant vous ayez passé la barre des 15 sans trop de... je dirais sans trop... Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il y a quand même un risque, quoi. Ça va, d'accord, ok. Bon, je vous remercie pour votre réponse. Pas de souci. Merci. Voilà, on a encore 3 minutes. Est-ce qu'il y a
Encore Est-ce une que je question? est-ce que je peux reposer une question? Oui. Oui. Moi, donc mon père faisait des apnées sévères de sommeil, hein. Donc, il m'a été demandé de faire un test l'année dernière, qui était juste limite 15. Donc, la pneumologue, c'est ça, hein, m'a Oui. dit qu'il fallait un petit peu perdre de poids. Donc là, récemment, j'ai refait un test à sa demande, hein, un test de labo du sommeil, dont j'aurai les résultats courant octobre. Par contre, moi, le matin, je ne me sens pas fatiguée. Même si je dors peu, j'ai un sommeil récupérateur, je ne me sens pas fatiguée. Donc, d'office, est-ce que quand on fait des apnées du sommeil, on a d'office de la fatigue ou pas? Parce que moi, mon cas, je fais peut-être des apnées. Oui, je fais des apnées du sommeil. Et je pense que est-ce que tout le monde en fait? Des apnées, oui, tout ça, tout le monde en fait. Maintenant, ce qui est problématique, c'est le nombre qui est fait par heure. On considère qu'entre 0 et 5 apnées par heure, c'est tout à fait normal et Oui, donc tout le physiologique. monde en fait. Oui, tout le monde en fait 1, 2, 3, 4, 5 par heure. Ça, c'est assez fréquent, qu'importe l'âge. Ce qui va compter, c'est plus on monte, plus ça devient problématique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font des apnées qui n'ont pas forcément de conséquences diurnes de leurs apnées. On a parfois des gens qui disent, moi, je dors parfaitement bien, je n'ai aucun problème, je suis en forme la journée, et ils font 118 apnées par heure, ce qui est tout à fait catastrophique sur le plan cardiovasculaire, mais qui, sur le reste, n'a pas de conséquences visibles. Alors, ça dépend vraiment aussi des gens. Parfois, les gens disent, finalement, je dors pas, je dors bien et je suis en forme la journée. Et puis, quand on les traite, en fait, ils se rendent compte qu'ils étaient fatigués et finalement pas si en forme qu'ils ne le pensaient. Ça, c'est aussi une partie des patients. Maintenant, il y a une partie de patients qui n'en effet pas vraiment de conséquences diurnes, mais qu'on va traiter uniquement pour la protection cardiovasculaire, tout simplement, quoi. Ah ouais. Même si vous n'avez pas de plainte sur votre sommeil, mais vous faites 15 apnées par heure et que vous avez eu un infarctus, un AVC, vous avez un trouble du rythme cardiaque ou plein de facteurs de risque cardiovasculaire, on va vous traiter quoi qu'il arrive, parce qu'à ce moment-là, ça potentialise votre risque d'avoir des nouveaux problèmes d'une manière astronomique, quoi. Ah ouais. Mais écoutez, merci hein, pour les infos. Ok, ça va. Voilà, 1h30. S'il n'y a plus de questions urgentes, on va arrêter ici. Je remercie tout le monde pour avoir pris le temps d'écouter le professeur Hein. Et évidemment, je remercie très, très fort professeur Hein pour prendre du temps pour répondre à nos questions. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et j'espère vous revoir à notre prochain webinaire, dans 1 ou 2 mois. Merci beaucoup à tout le monde. Oui. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je peux juste Merci déconnecter. pour le temps consacré. Merci.